Quand ils trouvèrent la sandale rose de la fillette flottant parmi les roseaux du fleuve, Nuria était déjà restée 13 minutes sous l'eau. 13 minutes, le temps qu'il faut pour qu'un être de 8 ans cesse d'exister, sans qu'une seule parole soit prononcée pour la nommer. Le courant était sombre, la vase sentait la rouille. La pierre contre laquelle sa tête avait heurté dégageait encore un filet de sang tiède. Personne n'avait vu l'homme aux bottes noires la pousser. Personne n'avait entendu son cri lorsque son dos s'est brisé contre l'eau glaciale. Si quelqu'un avait perçu le bruit, il a sans doute cru qu'il s'agissait seulement d'une héronière fendant le silence ou du craquement discret des branches sur la rive. Seul un être s'était redressé au moment exact, un chien vieux nommé Tajo. Autrefois Karl IX, Tajo avait patrouillé dans des villes plus sombres que lumineuses. Désormais, il dormait oublié dans un poste forestier à 50 mètres du fleuve. Mais ce jour-là, quelque chose changea dans le vent. Un parfum âcre, un vide, la peur muette d'une petite fille. Tajo grogna et, pour la première fois en 5 ans, il se lança pour protéger le fleuve. Le silence qui régnait était dense, ce silence qui survient quand quelque chose de sacré a été brisé. Les joncs se penchaient doucement, comme en prière. Parmi eux, une sandale rose ornée d'une fleur effilochée tournoyait au ralenti, semblable à une fillette prise de vertige dans la cour d'école. À 50 mètres de là, Tajo leva la tête. Ses oreilles grisonnantes frémirent. Un grognement bas, tel un souvenir qu'il refusait de revoir, s'échappa de sa gorge. Il reconnut cet air de vide, non pas l'odeur du sang, il la connaissait trop bien, mais l'absence d'une voix qui aurait dû crier. Sans crier gare, le vieux berger belge s'élança. Ses pattes lourdes frappaient la terre humide de la forêt avec l'urgence de quelqu'un qui a déjà trop perdu et qui refuse de perdre encore. Lorsqu'il arriva au bord de l'eau, le fleuve avait déjà englouti une vie entière. Alors, il plongea, comme autrefois, quand il bondissait entre les décombres des villes dévastées par les bombes, croyant à chaque saut que chaque vie comptait sous l'eau. Le monde n'était plus que boue et silence. Nuria gisait là, immobile, les yeux grands ouverts, comme si elle cherchait encore le ciel à travers les ténèbres. Ses cheveux flottaient autour de son visage, tels des algues tristes. Un filet de sang coulait de son front, se perdant dans les bulles. Tajo nagea jusqu'à elle. Il mordit doucement le tissu de sa robe, tira une première fois, puis une seconde. La vase ne céda pas. Il grogna dans l'eau, comme s'il voulait mordre la mort. Puis quelque chose céda. Le corps de Nuria émergea, porté par des feuilles pourries et de l'écume, suspendu au museau du chien tel une poupée trempée. Ses lèvres étaient bleues, sa poitrine immobile, mais ses doigts se refermèrent lentement autour de l'oreille de l'animal. Dans sa cuisine, Donia Ercilia éminçait des nopals lorsque l'aboiement retentit. Ce n'était pas un aboiement ordinaire, mais celui qu'elle reconnaissait depuis longtemps. Le même que Tajo avait poussé le jour où il avait découvert une autre petite fille morte dans une ruelle de Burgos, bien des années auparavant. Ce son ne la trompait pas. Elle abandonna tablier et bâton pour courir jusqu'à la berge, où elle trouva Tajo poussant de son museau une fillette trempée. « Madre mia » murmura-t-elle en se laissant tomber à genoux, implorant la Vierge d'un regard silencieux. Elle posa 2 doigts sur la nuque de Nuria, un pouls faible, lointain, mais vivant. 15 minutes plus tard, l'ambulance arriva. Donia Ercilia ne quitta pas la fillette une seconde, et Tajo non plus. « Il n'a pas de papier », déclara le secouriste en regardant le chien. « Il ne peut pas monter. »« Ce n'est pas un chien », répliqua-t-elle d'une voix ferme, « c'est un témoin. » Tajo, couvert de boue et le regard empli d'une peur qu'il avait déjà connue, s'allongea près de la civière tandis que la sirène hurlait son arrivée au centre médical d'Almendra Real. La lumière y était trop blanche. Le docteur Héctor Echeverria souleva doucement le drap pour examiner la blessure à la tête de la fillette. Mais ce qui glaça véritablement son âme, ce furent les traces sur son dos, anciennes, symétriques. « Ce n'est pas seulement une chute », murmura-t-il à l'infirmière. « C'est quelque chose de plus long, de plus cruel. » Dans la salle d'attente, Tajo s'assit face à la porte close, sans aboyer, sans gémir, scrutant la fente par laquelle filtrait l'odeur âcre de l'alcool, de la peur et d'une vie suspendue à un fil. Quand la porte s'ouvrit enfin, l'infirmière avait les larmes aux yeux, « Elle respire », murmura-t-elle. « Elle respire seule. » Tajo expira ce qu'il ne savait pas qu'il retenait. Il s'allongea ensuite, et pour la première fois depuis son entrée, ferma les yeux. Plus tard, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, une silhouette apparut dans le couloir, Elias Robledo. Chemise blanche, bottes noires, regard limpide comme de l'eau de puits empoisonnée. « Où est ma belle-fille » demanda-t-il, un sourire faux étirant ses lèvres. « Pauvre petite »
toujours si maladroite. Tajo se redressa d'un bond. Le grognement qui s'échappa de lui fut si sourd que le couloir entier en frissonna. Elias recula d'un pas, indigné. Qu'a-t-il donc, cet animal? On devrait l'expulser. Personne ne répondit. L'infirmière se contenta de regarder Tajo, puis la fillette endormie derrière la vitre. Doña Ercilia, assise dans un coin, murmura « Les animaux voient ce que les hommes refusent. » Tajo ne se trompe jamais. Elias serra les dents, ce n'est qu'un vieux chien. Il ne sait rien. Pourtant, le regard de l'animal racontait autre chose. Cette nuit-là, alors que tous dormaient, Nuria bougea. Ses lèvres tremblèrent. L'infirmière s'approcha, pensant d'abord à un simple spasme. Puis la fillette ouvrit les yeux gris, larges, emplis d'effroi. D'une voix à peine audible, elle murmura « Tajo ». Le chien leva la tête et s'approcha du lit, silencieux. Nuria étendit la main avec difficulté et effleura la tête de l'animal. Une unique larme glissa sur son museau, et pour la première fois depuis le fleuve, Tajo remua la queue pas vivement, pas joyeusement, simplement un petit mouvement, comme pour dire « Je t'entends ». L'eau perlait encore sur le pelage de Tajo. Lorsque l'ambulance arriva, il ne jappa pas. Il resta debout, auprès du petit corps frissonnant de Nuria, comme si la chaleur de sa présence pouvait recoudre ce que le fleuve avait essayé d'arracher. On aida la fillette à monter sur la civière. Elle ne réagit pas. Une infirmière marmonna quelque chose, noyée dans le bruissement des roseaux. Tajo ne bougea pas. Il observa les portes se fermer, puis, les pattes boueuses et le regard usé d'avoir tant vécu, il s'élança en marchant à pas lents derrière le véhicule, comme si l'âme de cet enfant était liée à la sienne par une chaîne invisible qui le tirait vers elle. À l'intérieur du centre médical d'Almendra Real, l'air sentait le désinfectant et des fleurs en plastique, triste. « Vous en êtes certain ?» demanda Sylvia, l'assistante sociale, tandis que le docteur Ettore Echeverria désignait les ecchymoses sur les bras de Nuria. Elles ne sont pas compatibles avec une simple chute, souffla-t-il, comme s'il craignait que la vérité ne se brise en l'énonçant. Certaines marques étaient anciennes, datant de semaines. Sylvia ne répondit pas. Elle baissa les yeux vers la fillette frêle et endormie, le visage tourné vers la fenêtre où la pluie frappait sans rythme. Dehors, Tajo était couché sous le banc de bois, en face des urgences. Il n'avait pas bougé depuis que l'ambulance les avait quittés. La réceptionniste expliqua qu'il était arrivé tout détrempé, le regard fixé sur la porte, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le chercher. Sylvia l'observa à travers la vitre et ressentit dans sa poitrine une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. Elias Robledo revint au crépuscule, la voix étrangement maîtrisée, « Où est ma fille ?» Sylvia releva les yeux de son dossier. Elle le reconnut à la photo du registre scolaire, visage anguleux, barbe impeccable, yeux sombres comme de l'huile usagée. « Elle est sous sédation », répondit-elle. Elias porta une main sur sa poitrine, geste presque théâtral, « Mon Dieu, Nuria !» Sylvia garda le silence, trop certaine qu'il était trop net, trop préparé. C'était un accident, ajouta-t-il, détaillant avec calme que tout avait déjà été expliqué au poste de garde forestière. La petite fille s'était éloignée, elle avait trébuché. Cette partie de la forêt était si dangereuse. Étiez-vous avec elle? Bien sûr, répondit-il, esquissant un sourire tranquille dont les yeux ne bougèrent pas d'un pouce. Je la protège comme si elle était de mon sang, mieux que sa propre mère, si vous voulez connaître la vérité. Begonna. Parfois, avoua-t-il enfin, sa voix se brisant presque. Parfois, elle n'est tout simplement pas là. Ces mots avaient suffi pour que Sylvia referme le dossier sans même y jeter un regard. La police souhaitait clore le dossier en le qualifiant d'accident, lâcha-t-elle comme si c'était anodin. Et ils ont raison, répondit rapidement Elias. Un silence épais, lourd comme un manteau humide, s'installa entre eux, seulement interrompu par un grondement sourd, Tajo. Le chien était entré sans que personne ne le remarque, se tenant droit près de la civière où reposait Nuria. Son pelage encore trempé étincelait sous les néons blancs du couloir, mais maintenant son corps tout entier était tendu, presque voûté, les crocs à peine visibles. Quel était cet animal? Murmura Elias, reculant d'un pas. Je ne sais pas, souffla Sylvia, mais elle savait que Tajo ne grondait pas contre tout le monde, seulement contre lui. À l'aube, un silence étrange enveloppa l'hôpital. Sylvia resta immobile près du lit de Nuria tandis que les infirmières allaient et venaient autour d'elle. À 4 heures, les moniteurs se mirent à émettre un léger bip, Nuria remua un doigt, puis cligna des paupières, paresseusement. Sylvia se pencha,
le cœur battant dans sa gorge. « Nuria! Parviens-tu à m'entendre » implora-t-elle. La fillette ouvrit les yeux, prenant plusieurs secondes pour ajuster son regard. Puis elle tourna lentement la tête vers le sol, droit vers Tajo, qui sommeillait, enveloppé dans la couverture des ambulanciers, la tête posée sur ses pattes comme une pierre ancienne. « Veux-tu dire quelque chose » susurra Sylvia. Les lèvres de Nuria se entr'ouvrirent et une seule syllabe, à peine audible, parvint à franchir la barrière de ses lèvres tremblantes, « Tajo ». Et alors, sans qu'aucun son de sanglot ne s'échappe, des larmes épaisses, lourdes, commencèrent à rouler le long de ses joues, comme si elles avaient attendu des heures, des jours, pour enfin pouvoir se libérer. Sylvia prit sa petite main, sans ajouter mot, parfois, l'âme n'a besoin que d'une paume réconfortante et d'un nom prononcé dans la nuit. Elias ne revint pas ce soir-là, mais le lendemain, il apparut à la porte avec une corbeille de friandises et un bouquet de fleurs pour sa petite héroïne. Il entra sans bruit, Sylvia se leva et adressa un signe de tête souriant. Cette fois, Tajo ne grogna pas, il se plaça, immobile et silencieux, comme un rempart entre l'homme aux bottes impeccables et la fillette endormie, ses yeux sombres braqués sur chacun d'eux, impassibles. « Quel genre de chien est-ce » demanda Elias, un sourire figé aux lèvres. « Un chien qui sent des choses que d'autres préfèrent ignorer » répliqua Sylvia doucement. Elias n'ajouta rien, mais ses yeux passèrent de Sylvia au chien, puis à Nuria, profondément endormie, ses paupières frémissant comme si elle flottait encore sous l'eau. Sylvia se tourna vers la fenêtre, les nuages commençaient à se dissiper. Un rayon de soleil vint caresser le sol carrelé, là où Tajo reposait. Il ne bougea pas, il se contenta de fermer les yeux, comme s'il savait que d'autres vérités devaient encore remonter du fond de la rivière. Mais, pensa Sylvia, au moins, cet enfant n'était plus seul. Une brise légère apportait des effluves de terre humide et de linge séchant au soleil sur le porche en adobe de la vieille maison voisine. Donia Ercilia, assise près de la fenêtre, tricotait en silence. Ses doigts tremblaient, maladroits, tissant une couverture sans destinataire précis, simplement pour faire passer le temps. Depuis là-haut, elle pouvait voir l'ambulance s'éloigner dans un nuage de poussière. La fillette n'était pas sortie du sommeil sur la rive du fleuve, les roseaux balançaient doucement comme pour tenter d'enterrer ce souvenir. Pourtant, la vase gardait encore de petites empreintes, les empreintes d'une enfance qui n'avait rien demandé à personne. C'était un accident, répéta Begona d'une voix sèche, si sèche qu'aucune larme ne parut pouvoir perler à ses yeux, juste une main crispée sur sa chaîne en or posée sur sa poitrine. Son ton avait la fragilité du plâtre, cassant et vide à la fois. Sylvia, la liasse de notes serrée contre son cœur, se tut. Elle observait. Toujours silencieuse. Écoutant la peur muette que traduisait le regard fuyant de Begona et la posture rigide d'Elias derrière elle, posant une main douce et factice sur l'épaule de la mère, comme pour hâter l'enterrement de sa douleur. Trop grand, trop propre, trop immaculé pour un père qui venait de perdre sa fille. C'est que, dit-il d'une voix grave, presque douce comme celle d'un prêtre pendant la messe, parfois les enfants jouaient Dieu à d'autres desseins. Sylvia détourna le regard vers la fenêtre, Tajo y était, assis sous le citronnier, les yeux fixés sur la chambre. Il n'aboyait pas, il contemplait simplement la pièce, comme s'il comprenait ce lien silencieux entre la fillette endormie et celle qui veillait. Comment, pensa Sylvia en réaction au dernier mot d'Elias. Par son âge, sans doute. Quelques heures plus tard, le commissaire Zabaleta arriva, son uniforme usé, un vieux cigare coincé au coin des lèvres. Il salua d'un geste désinvolte, bang. S'installa, commanda un café, jeta un œil rapide au dossier, pas de délit ici, déclara-t-il sans embâche. La fillette est tombée, pas de témoin, le fleuve ne parle pas. Pourtant, répondit Sylvia d'un froncement de sourcils, on note des marques de coups récurrents sur son dos et ses bras. Je connais Hector, l'interrompit le commissaire, et je sais qu'il est du genre à voir des fantômes dans un pauvre lit d'hôpital. Cette gamine est nerveuse, cela peut être tout et n'importe quoi. Nous avons des priorités plus urgentes que les chimères des travailleurs sociaux. Begona baissa les yeux, ses mains tremblaient dans son jupon sans oser se poser sur ses genoux. Sylvia garda le silence, mais à l'intérieur, quelque chose serait dit, pas cette fois-ci, pas face à cet enfant, pas face à ce mutisme forcé. De retour dans son modeste appartement, encombré de livres et de plantes que rien ne semble vouloir déloger, elle ouvrit son carnet et se mit à écrire, presque à retranscrire ses pensées à la hâte, date, nom, regard, la marque d'un ongle sur la nuque de Nuria, la réaction du chien, les bottes immaculées d'Elias. Tout ce qui ne peut être prouvé, mais qui ne peut non plus être oublié. Ses doigts tremblaient,
non pas de peur, mais à cause de cette colère muette, lancinante, qui ne brûle pas vers l'extérieur, mais qui ronge l'intérieur jusqu'à l'écume. Au dehors, la pluie commença à tomber, lente, comme si elle aussi comprenait que quelque chose se délitait dans cet hôpital. Nuria reposait, frêle et silencieuse, reliée à des tuyaux plus imposants que son propre corps fragile. Une infirmière murmurait en nahuatl, persuadée que les mots anciens savaient toujours trouver le chemin jusqu'aux âmes égarées. Tajo vint alors se coucher juste à côté du lit, comme s'il était devenu partie intégrante de cet endroit et de cet enfant. Lorsque Sylvia revint au chevet, son carnet en main, elle vit le chien relever la tête, il ne jappa pas, mais s'approcha, posa son mufle sur sa jambe, comme pour lui dire, « Toi aussi, tu as vu la même chose, n'est-ce pas, vieille âme ?» Sylvia lui caressa doucement les oreilles, « Nul besoin de paroles, tu n'es pas seul. » Cette même nuit, tandis que la ville dormait la bouche ouverte, ses péchés glissaient sous l'oreiller, Begona se tenait sur le balcon de l'hôpital, un mégot à la main. Elias se tenait près d'elle, dans le silence, offrant sa présence vide. Il n'aurait pas dû se passer ainsi, finit-elle par souffler, sa voix à peine audible sous la volute de fumée. Je voulais seulement qu'il se taise, continua-t-elle, comme si ce simple souhait pouvait réparer l'irréparable. Elias la regarda du coin de l'œil, son visage ne trahissait ni surprise, ni jugement, ni cœur meurtri. Ne me regarde pas comme ça, dit-elle, un rire nerveux clapotant à peine. Que pouvais-je faire? Allais-je tout déballer? Alors il s'approcha, lui retirant une mèche de cheveux de la nuque, et lui sourit, un sourire creux, dépourvu d'âme. Tu as bien fait, dit-il simplement, tu t'es tu, c'est tout ce qui importe. Begona baissa les yeux, et, pendant un bref instant, on crut la voir céder à une vague de larmes, mais elle retint son sanglot, le plongea dans la fumée, comme elle l'avait toujours fait. Au petit matin, quand le soleil, timide, glissa à travers les rideaux de la chambre, Sylvia s'installa près du lit de Nuria pour lui lire une histoire, celle d'une petite fille traversant un bois aux côtés d'un loup, non pas pour la dévorer, mais pour la protéger pendant que tous, autour d'eux, dormaient. Tandis que Sylvia prononçait les derniers mots, elle sentit une pression légère sur sa main, Nuria remuait ses doigts. Tajo se redressa, remua la queue, s'approcha du lit, et, d'un seul aboiement presque imperceptible, presque comme un soupir, il brisa le silence. Les paupières de Nuria s'entr'ouvrirent, et d'une voix si chétive qu'elle semblait surgir d'un souffle, elle prononça « Tajo ». Alors, Sylvia ferma doucement le livre, un sourire naissant aux lèvres, et laissa échapper une première larme après des jours passés à retenir ses émotions. Quelque part, au loin, au creux de la rivière, la pierre restait là, immobile et silencieuse, avec encore un peu de sang séché dans un de ses coins. Mais l'eau, elle, continuait de couler, inlassable, comme si elle comprenait que certaines vérités finiraient par émerger, un jour. On ne pouvait pas effacer la vérité, il ne restait qu'à espérer que quelqu'un ait le courage de l'écouter. Dans un cahier bleu, tracé de lettres tremblantes, se découvrait une phrase entre les lignes. Le fleuve n'engloutit pas les secrets, il les garde pour qui sait encore regarder. La maîtresse Vega ne pleurait jamais pendant les heures de classe, mais ce lundi-là, en 1907, le silence des murs de la salle d'école avait quelque chose d'implacable. Quelque chose dans la manière dont la lumière d'automne se posait sur la chaise vide de Nuria la retint devant la fenêtre, plus longtemps que d'ordinaire. On ne peut enseigner l'alphabet quand une lettre manque, murmura-t-elle presque à voix basse, comme si elle craignait que ses paroles se dissolvent dans l'air figé. La dernière fois qu'elle avait vu la fillette, celle-ci portait une natte lâche, un cahier à la couverture déchirée et une question sans réponse. « Maîtresse, si un père t'aime, il peut aussi te faire souffrir. » Vega n'avait su que répondre. Elle lui avait caressé les cheveux, comme elle le faisait si souvent avec ses propres filles, avant qu'elle ne grandisse et ne quitte le village. Cette question revenait hanter ses pensées alors qu'elle ramassait les dessins éparpillés dans le coin d'art plastique, tous les élèves étaient déjà partis pour la récréation. Léo, le garçon qui ne parlait plus depuis que sa mère avait fui Guadalajara pour l'arracher à un père incapable d'aimer, dessinait sans relâche. Ses mains, fines et tremblantes, donnaient pourtant à ses esquisses une précision presque douloureuse. Mais aujourd'hui, dans son cahier, quelque chose avait changé, une petite silhouette vêtue d'une robe bleue, une silhouette grande, chaussée de bottes noires, un fleuve et une poussette brusque. « C'est ça, Nuria ?» demanda Vega, déjà certaine de la réponse. Léo ne leva pas les yeux, il passa simplement un doigt sur le contour du fleuve, comme pour le caresser, comme pour effacer ce moment. À cet instant, la porte de la classe claqua violemment. « Que fais-tu encore ici, Léo ?» gronda la voix du directeur Velard. « Allez, va jouer. » Léo serra son cahier contre lui.
Vega s'interposa, nous parlions, monsieur. Velard fit 2 pas en avant. Il aperçut le dessin, ses sourcils se froncèrent. C'est inapproprié. Inacceptable. Il fit un geste, arracha la feuille et la déchira en 4. Léo ne pleura pas, il baissa simplement la tête, comme s'il connaissait déjà ce poids du silence imposé. Comme si quelqu'un lui avait appris que parfois, la vérité se brise en 1000 morceaux. Cette nuit-là, Vega ne trouva pas le sommeil, le dessin battait encore derrière ses paupières. Elle enfila son manteau de laine et sortit dans la fraîcheur, où l'air savait l'odeur du bois brûlé et des promesses abandonnées. Elle marcha jusqu'à la maison de Léo, où sa mère habitait. Alma ouvrit la porte, vêtue d'un peignoir et de sandales. « Maîtresse, que se passe-t-il » À l'intérieur, la demeure était modeste mais chaleureuse, sur la table, une bougie encore allumée et une tasse de atoll fumant. Léo apparut, son cahier serré contre sa poitrine. Vega se baissa jusqu'à sa hauteur. « Puis-je voir ce que tu as dessiné aujourd'hui » Léo la regarda non pas comme un enfant, mais comme quelqu'un qui avait déjà vécu bien trop de douleurs. Il hocha la tête, puis sortit une nouvelle feuille. Il avait représenté la même scène, la fillette, l'homme, le fleuve, mais cette fois, un chien, un vieux berger allemand blessé, aboyait à la berge. Ses yeux, rendus avec tant de détails, semblaient presque résonner de souffrance. « C'est à Joe » demanda Vega. Léo esquissa pour la première fois un sourire discret, un souvenir heureux percé au milieu de tant de peur. Alma prit la main de son fils, il a tout vu. Il m'a tout dit avec ses dessins, chaque nuit, après le dîner, quand je ne pleurais plus, il me parlait en couleur. Et pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, s'enquit Vega. Alma détourna le regard vers la fenêtre, ici, maîtresse, personne ne veut entendre ce qui fait souffrir. Le lendemain, Vega se rendit auprès de Sylvia, l'assistante sociale, elle lui remit le dessin et lui raconta l'histoire. Sylvia l'examina longuement, ce n'est pas une preuve légale, mais c'est trop précis pour n'être qu'un hasard, dit-elle en effleurant la feuille comme si elle touchait une plaie. Merci, maîtresse. Parfois, les enfants comprennent la justice mieux que les juges. Ce même après-midi, Sylvie retourna à l'hôpital, depuis que Nuria sortait du coma, le chien refusait de quitter sa chambre, dormant toujours sous la fenêtre ou au pied de son lit. Quand Vega arriva, le chien vint la renifler sans crainte et posa son museau sur la main de l'enseignante, comme s'il reconnaissait chez elle cette même âme qui avait tant attendu en silence. Nuria ouvrit les yeux et murmura quelques mots. Vega s'approcha, « Veux-tu que je te lise une histoire, petite ?» La fillette secoua la tête. « Tu peux simplement rester un petit moment sans dire un mot. » La maîtresse s'assit, apporta un coussin, s'adossa à la chaise et tous trois restèrent là, partageant ce silence qui ne terrifie pas, ce silence qui guérit. Cette nuit-là, Vega rentra chez elle, alluma une bougie et rédigea une lettre à sa petite-fille. « Chère Iné. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je suis devenue maîtresse, pas pour les livres, ni pour les examens, mais pour des instants comme celui-ci, quand une fillette te fixe avec l'âme brisée et que tu décides que ça suffit, qu'il faut quelqu'un qui reste, qu'il faut dire « je te crois ». Au matin, le directeur Velard la convoqua, « Maîtresse Vega, votre comportement ces derniers temps est discutable. Vous vous mêlez d'affaires délicates, dit-il. » Vega le fixa calmement, « Monsieur, ce qui est plus délicat que n'importe quelle réputation, c'est une enfance brisée. » Puis elle quitta la pièce, passant devant le panneau du collège où figurait le nom Tajo. Elle s'engagea dans le couloir désert, où flottait l'odeur des draps usés et du sérum. Les murs blancs, sans mémoire, paraissaient plus silencieux que le silence même. Nuria dormait toujours, ses cils embrumés de fièvre tremblaient, comme si elle rêvait d'un froid lointain. Sa petite main, celle qui n'était pas reliée à l'oxygène, gardait des traces de terre sous les ongles, comme si, même inconsciente, elle s'agrippait à la rive. Tajo ne bougeait pas, il veillait là depuis l'aube, immobile, telle une statue d'ombre au pied du lit. Personne ne savait comment il était entré dans l'hôpital, mais personne n'avait osé l'enchasser. Quand Sylvia entra, elle le vit remuer à peine une oreille. « Bonjour, vieux vaillant » murmura-t-elle, s'asseyant près de la fillette. Elle ne se réveille pas encore, mais toi, tu en sais plus, n'est-ce pas? Tajo ne jappa pas, il tourna lentement la tête vers la porte. Quelques secondes plus tard, Elias pénétra dans la chambre, vêtu pour faire bonne figure, chemise boutonnée, parfum bon marché, et sur son visage cette fausse inquiétude qui ne mouillait pas ses yeux. « Comment va ma fille » glissa-t-il d'une voix sirupeuse. Tajo grogna, ce n'était pas un simple aboiement, ni une menace, c'était une mise en garde grave, sourde, comme un tambour sous la terre. Elias s'arrêta,
un sourire faux aux lèvres, ce chien devrait être enchaîné, il pourrait mordre quelqu'un. Sylvia garda sa place, il n'a mordu personne et il est là depuis avant votre arrivée. Il la dévisagea avec ce même sourire que certains hommes affichent quand rien ne peut plus les retenir, je veux juste savoir comment va ma fille. Sylvia releva la tête, sa voix plus ferme que prévu, ce n'est pas à vous de décider. Un bref silence s'installa, dense, Elias cracha au sol, faisant un pas de plus. Tajo se leva, ses pattes, malgré l'âge, gardaient la tension d'un chien de service. Ses yeux brûlaient d'une intensité presque humaine. Elias recula d'un pas. Sa main trembla un instant, ces chiens errants. Marmonna-t-il. Tout comme vos gens, répondit Sylvia en désignant le pouce levé vers les hauts, disparu depuis plusieurs jours sans laisser de traces. Sylvia s'abaisse et caresse doucement la tête de Tajo, tu sais, n'est-ce pas? Tu sais ce qui s'est passé. Tajo baissa la tête, l'atmosphère devint soudain plus lourde. Cette nuit-là, Nuria s'éveilla, brisant le silence d'un souffle, ses paupières s'ouvrirent tandis que ses lèvres sèches murmurèrent un seul mot, Tajo. Sylvia versa des larmes silencieuses, le voilà, mon amour, chuchota-t-elle. Le chien s'approcha, posa son museau sur la main tremblante de la fillette, et, pour la première fois depuis des jours, son regard ne montrait plus aucune peur. L'aube arriva avec la lenteur des vieux souvenirs, rappelant leur jeunesse oubliée. L'hôpital s'éveilla au son des murmures autour des cafetières et des pas nus dans les couloirs. Sylvia retourna à l'étage, un cahier à la main, prête à consigner d'autres questions, d'autres doutes, mais dès qu'elle ouvrit la porte, elle sut que quelque chose n'allait pas, Tajo avait disparu. Le lit de Nuria restait immobile, la fillette dormait, mais le coin où reposait le chien était vide, comme si on y avait arraché une partie vivante. Sylvia bondit dans le couloir, interrogea les infirmières, personne ne l'a vu, dirent-elles. Seule une infirmière se souvenait d'un vieux véhicule dans la nuit et du cliquetis d'une chaîne qu'on traînait. Sylvia sut, comprit sans preuve ni témoin. Elle sut comme on sait qu'il va pleuvoir quand le ciel reste soudain immuable. Tajo avait été enfermé, Elias l'avait emmené à sa ferme, hors du village, dans une cage de fer rouillé posée derrière le poulailler où personne n'entendait rien, ni les vivants ni ceux qui voulaient parler. Tu te crois malin, cracha Elias en repoussant la cage du pied. Mais tu n'es qu'un vieux chien, personne ne te croit, personne ne t'écoute. Tajo ne répondit pas, il le fixa, comme on regarde un être humain, pénétrant jusqu'au cœur de son âme corrompue, c'est moi qui commande ici, grogna Elias, je l'ai toujours fait. La chaîne vibra entre ses doigts, mais ceux-ci n'étaient plus fermes, quelque chose au fond de son cœur se fissurait pour la première fois depuis des années. La nuit s'abattit sur la ferme, lourde comme une prière mal prononcée. Tajo ne gémit pas, il n'aboya pas, il attendit, comme il avait attendu au bord du fleuve, comme il avait attendu près du lit de Nuria. Quand le vent tourna, quand l'odeur de la peur traversa les arbres, il sut qu'il était temps. D'un mouvement rapide, il mordit l'anneau le plus faible, le fer gémit et la chaîne tomba. Tajo s'élança, courant comme au temps de sa splendeur, quand la ville brûlait et qu'il était le seul espoir d'un enfant piégé. Il courut à travers la forêt, suivant les allées de sa mémoire jusqu'à la porte de Sylvia. Celle-ci le découvrit à 4 heures du matin, étendu devant sa maison, couvert de boue et haletant. Tajo gémit, s'effondra à genoux, il leva à peine la tête, et dans ses yeux, au-delà de la fatigue, brillait un message, Sylvia comprit. Elle se releva, saisit son téléphone et composa le seul numéro qui pouvait encore faire sentir la justice. Ce matin-là, le soleil se leva timidement, mais quelque chose avait changé dans l'air, Nuria, encore fiévreuse, demanda des crayons de couleur, pourquoi donc, ma chérie, demanda l'infirmière. Pour dessiner quelque chose, un raccourci pour qu'on sache que je t'ai vu, que je ne suis pas totalement parti. Lorsque Sylvia regagna l'hôpital, elle avait un nouveau cahier, un nouveau rapport et une résolution ferme, Elias n'était plus un père inquiet, c'était un homme dont le temps s'écoulait. Et elle n'était plus seulement une assistante sociale, elle était la voix d'une fillette, le témoin d'un chien, le cœur d'une vérité qui refusait de mourir. Cette nuit-là, le silence perdit son pouvoir, un chien muet aboya plus fort que tout un village resté silencieux. Victor, le « nénette », avait les mains tremblantes, la patience d'un autre monde, il avait passé la matinée à éplucher les enregistrements de la caméra de surveillance du canal d'irrigation en bordure du fleuve. Le réseau opérant en secret sous prétexte d'un travail de mémoire depuis déjà trop longtemps oublié et personne n'en gardait souvenance, hormis lui et peut-être ce vieux chien qui l'avait suivi jusqu'à là, sous l'humble loyauté de celui qui en sait toujours plus qu'il ne laisse paraître. L'écran clignotait à 16h12, un mardi. Un mouvement parmi les joncs, un point sombre, une silhouette frêle, une forme plus grande juste derrière. Victor plissa les yeux,
retenant son souffle devant ce reflet terne de l'eau, on y voyait l'instant précis où la fillette basculait, la silhouette qui s'éloignait sans se retourner. Mon Dieu, souffla Théil, la voix brisée par autre chose que la peur, c'était le lieu exact où tout s'était produit, affleuré dans l'eau trouble. Cela suffisait à réveiller en lui l'enfant mexicain qu'il avait été, la prière de sa grand-mère à Guanajuato pour les enfants qui ne rentraient jamais chez eux, cette flamme sacrée qui l'incitait à se lever pour la vérité. Cela ne peut pas rester là, se jura Théil. Sylvia reçut la clé USB des mains fermes de Victor, les yeux embués de la crainte de ce qui allait suivre. Elle apporta la vidéo au procureur de district le jour même, « Voici », dit-elle au magistrat inutile. On ne distingue aucun visage, ce pourrait être n'importe qui, même vous, Sylvia. Mais elle savait. Elle comprenait, au-delà des images floues, qu'une vérité plus forte que tout allait éclater. Ella ne répondit pas. Elle baissa seulement les yeux vers le café désormais froid posé sur le bureau. « Je ne m'attendais pas à la justice aujourd'hui, » murmura-t-elle enfin, « je voulais simplement que quelqu'un le voie. » Le procureur haussa les épaules, comme las. « Si tu veux jouer les justicières, fais-le avec tes propres moyens, pas ceux de l'État, » lança-t-il, avant que Sylvia ne quitte la pièce sans un mot d'adieu. Le lendemain matin, lorsque Victor tenta à nouveau d'accéder au système du canal, il constata que la louve avait disparu, non seulement la dossier, mais aussi le fichier, la copie de sauvegarde, et même les journaux du serveur s'étaient volatilisés. Tout avait été effacé. Il laissa ses doigts retomber du clavier, la gorge sèche comme la poussière de son enfance à Querétaro, « Impossible », gémit-il, puis s'enfuit en courant. Le soleil s'abattait à pic sur les pavés. Quand il arriva à l'albergue, Sylvia l'attendait déjà, un thermos de café à la main et une question dans le regard. Ils ont tout effacé, souffla-t-il en ne prenant même pas le temps de s'asseoir. Elle hocha lentement la tête, alors ils l'ont vu? Et maintenant? Sylvia déporta son regard vers la fenêtre, où Nuria dormait dans un petit lit prêté, le chien Tajo enroulé à ses pieds comme une ombre protectrice. À présent, nous écoutons celui qui ne ment jamais, déclara-t-elle en fixant son chien. Cette nuit-là, le vent apporta l'odeur du feu. Elias Robledo apparut dans le jardin arrière de la maison où Sylvia veillait sur Nuria. Il ne frappa pas à la porte, il se contenta de s'approcher du grillage, d'allumer une cigarette et de laisser la fumée parler pour lui. « Tu crois qu'avec un chien et un enregistrement flou tu vas faire tomber tout le système ?» Il ne regarda personne en particulier, « Ne sois pas naïve, j'ai vu comment on oublie les crimes, comment on enterre les morts avant même qu'ils n'aient parlé. » Sylvia resta silencieuse, campée dans l'embrasure de la porte, bras croisés, dos droit, telle une histoire bien racontée. « Nuria a peur de toi, » ajouta-t-il d'une voix basse. Elias esquissa un ricanement. « Les enfants ont toujours peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » poursuivit-il, quand soudain Tajo apparut derrière Sylvia. Il ne jappa pas, il grogna seulement, grave, profond, comme si l'âme même de la forêt s'était engouffrée dans ses crocs. Elias recula d'un pas, « Contrôle cet animal », ordonna-t-il. Sylvia baissa la main, effleurant à peine la tête du chien, il n'obéit qu'à la peur et à l'amour. Quelques heures plus tard, tandis que Nuria rêvait de poissons dorés et de champs de maïs baignés de silence, Sylvia s'assit près du lit, une vieille cahier à la main. Elle n'avait aucune preuve légale, pas d'autres enregistrements, mais elle possédait quelque chose qu'on ne pouvait pas effacer, des mots couchés, des témoignages d'enfants, des dessins, des cicatrices racontant une vérité sans prononcer une seule phrase. Elle ouvrit le cahier et grava la réalité sur ses pages, comme une rivière peut se cacher sous la boue, elle trouve toujours un moyen de ressurgir. À l'aube, Victor revint avec une vieille copie de la vidéo, une version qu'il avait précieusement gardée dans un CD rayé au fond de son sac universitaire. « Ce n'est pas recevable en justice », le prévint-il, mais au moins, ça nous rappelle qui a eu le courage de parler. Sylvia déposa le disque sur son bureau, pas pour le procureur, ni pour le juge, mais pour Nuria. Plus tard, ce même après-midi, alors que le ciel se couvrait de nuages bas, Nuria s'éveilla pour la première fois sans sursaut. Tajo se tenait à ses côtés et, pour la première fois depuis des semaines, l'enfant n'eut pas besoin de scruter la pièce pour sentir qu'elle était en sécurité. « Sais-tu garder des secrets ?» murmura Sylvia en caressant l'oreille du chien. Tajo la regarda sans bouger. La fillette acquiesça, puis esquissa un léger sourire, une ébauche fragile, comme les premiers bourgeons après l'hiver, mais suffisante pour que Sylvia, depuis l'embrasure de la porte, comprit que quelque chose, même minuscule, même fragile, commençait à guérir. Non pas à cause de la loi, ni de la justice, mais grâce à cette complicité muette, ancienne, indéfectible entre un enfant blessé et un chien qui n'avait jamais cessé d'écouter. Le soir venu,
Elias referma le portail du jardin arrière d'un claquement sec. La nuit s'étendait, lourde et épaisse, avec cette odeur de terre chauffée et de bois brûlé qui parfois évoque un foyer familier ou laisse présager une tragédie à venir. Tajo était enchaîné au poteau, près du cabanon. Il n'aboyait pas, n'implorait pas, il le regardait simplement. Ses yeux, déjà voilés par l'âge mais encore affûtés comme de vieilles lames, ne clignaient pas, c'était le regard de celui qui a trop vu, et pourtant choisi de rester. Elias s'inclina, s'approcha, « Tu n'es qu'un vieux chien décrépit », murmura-t-il d'une voix venimeuse. Toujours fourré là où on ne t'attend pas, Tajo ne bougea pas. L'homme serra la chaîne comme s'il croyait ainsi briser la mémoire tapie sous ce pelage grisonnant. Il fixa un cadenas rouillé, cracha par terre, « Si tu oses encore t'approcher de cette gamine, je te jure que je t'enterrerai dans le bois comme les autres. » Il tourna les talons et pénétra dans la maison, laissant la porte entr'ouverte comme un piège ou un oubli calculé. La chaîne scintillait sous la lueur lunaire, projetant une ombre semblable à une cicatrice sur la terre. Sylvia alluma la lampe du bureau. Le rapport du psychologue était constellé de silence, la mineure présente des signes de traumatisme profond. Possible dissociation affective. Recommandons d'éviter toute confrontation directe. Jusqu'à ce. Elle soupira, jeta un regard à la tasse de café qui ne fumait plus, et crut entendre un léger coup, non pas à la porte, mais comme un appel à l'âme. Elle se leva, traversa le couloir, ouvrit la porte, Tajo était là. Il était arrivé sans bruit, les pattes couvertes de boue, la langue pendante de l'effort. Sylvia demeura immobile, les yeux cherchant une explication dans les siens, il ne demandait pas d'asile, seulement qu'elle croie. Elle s'agenouilla, hésita un instant, puis lui posa la main sur la tête, « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Tajo poussa son museau contre sa paume, un geste ancien d'alliance et d'urgence. Alors elle vit l'horreur, le cou en feu, le pelage arraché par la chaîne, et, accroché à l'un de ses crocs, un fragment de corde noire. « Tu as brisé ta chaîne, » chuchota Sylvia. Tajo releva la tête, dans ses yeux fatigués brillait une lueur entre fidélité et colère. Sylvia inspira profondément, « Assez. Nous ne pouvons plus faire semblant. » Elle le fit entrer, le conduisit près du poêle, puis ferma les yeux un instant. Au petit matin, les cloches de l'église rompirent le silence. Non pour appeler à la messe, mais pour annoncer qu'un vieux secret allait enfin être prononcé à haute voix. Sylvia se présenta au palais de justice, Tajo se tenait à ses côtés, libre de toute laisse, il n'avait pas besoin d'être entravé, il la suivait comme on revient chez soi. « Je veux rouvrir l'affaire, » déclara-t-elle, la voix assurée, devant le juge de permanence. « Et je veux que ce chien soit partie intégrante du témoignage. » Le greffier éclata d'un rire creux, « Un chien témoin. Vous plaisantez ?» Sylvia soutint son regard sans faiblir, certains témoins aboient plus clairement que beaucoup de ceux qui parlent. À la maison, Elias remarqua l'absence de sa chaîne, les traces de pas boueuses menant vers le village. « Maudit animal » grogna-t-il en écrasant sa cigarette sur la table. Il jeta un regard à Begona, qui ne levait pas les yeux de son verre, ses doigts tremblaient autour du gobelet. « Je te préviens, gamine, si cette fille parle, on t'interrogera sur ce que tu faisais pendant que j'apprenais les bonnes manières, » gronda-t-il. Begona se redressa, pour la première fois depuis longtemps. Sa voix ne tremblait plus, « Je ne savais pas » murmura-t-elle. « Bien sûr que tu savais » cracha-t-il. Mais détourner le regard est plus facile quand quelqu'un paie tes factures. Elle secoua la tête, sortit de la pièce. À la brigade de police, Sylvia étala sur la table les rapports, les dessins des enfants de l'albergue, les enregistrements des témoignages, et posa à côté une photo de Tajo, tout juste sorti du service, auprès de son ancien compagnon de la Guardia Civile. Lui aussi a un passé, souffla-t-elle sans élever la voix, et il mérite qu'on écoute son histoire. Le commissaire resta silencieux, scruta la photo longuement, puis hocha la tête. Cette nuit-là, Nuria rêva d'eau, mais ce n'était pas le fleuve, c'était un puits sombre, profond, et tout au fond une voix rauque, chaleureuse, Tajo. Elle s'éveilla en sueur et le vit là, couché près de son lit, tel un gardien d'un autre temps, un fragment du monde qui n'avait pas encore pourri. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Le chien leva la tête, la regarda, incline une oreille, « Tu m'as entendu ?» L'instant où personne n'appelait. Il ne répondit pas, posa simplement sa patte sur la couverture. Et Nuria, pour la première fois depuis l'accident, esquissa un sourire. Au tribunal, le procureur feuilletait les dossiers. L'avocat de la défense souriait en coin, et après ? Vous allez faire comparaître le Saint-Esprit ? Sylvia l'ignora,
s'approcha de Nuria qui tremblait sur sa chaise, lui murmura « Tu n'es pas seul, ce que tu ne peux pas dire, il l'a déjà aboyé pour toi. » L'enfant acquiesça. À cet instant précis, les portes de la salle s'ouvrirent. Tajo fit son entrée, accompagné d'un agent. Le silence tomba, même Elias avala sa salive. Les yeux du chien cherchèrent ceux de sa maîtresse. La peur avait disparu, il ne restait que la mémoire. Puis il aboya une seule fois, fort et clair, « Me voici, je n'ai rien oublié. » Cette nuit-là, chez Sylvia, il pleuvait doucement, presque timidement. Nuria s'assit près de la fenêtre, une couverture sur les épaules. « Penses-tu que les chiens rêvent ?» demanda-t-elle sans regarder personne. Sylvia referma le livre qu'elle lisait. « Oui, mais pas comme nous. Ils se souviennent, et dans leurs rêves ils protègent ce que nous n'avons pas su préserver. » Tajo ronflait paisiblement au pied du fauteuil. Nuria se pencha, posa son front contre son dos chaud. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même si tout le monde l'a fait. » Le chien ne répondit pas, seul le murmure de la pluie et la chaleur d'un corps blessé mais déterminé à rester régnèrent. Dans ce silence partagé, sans mot ni promesse, quelque chose commença à guérir, comme une chaîne brisée, comme un aboiement enfin entendu. Le lendemain, Sylvia arriva à l'albergue pour enfants, une cahier à la main, Tajo marchant à ses côtés comme s'il sentait une braise dans l'air. L'ancien bâtiment aux murs couleur crème, avec ses fenêtres grillagées, semblait retenir son souffle. Dans la cour, les enfants jouaient avec le silence coincé entre leurs dents, ils ne criaient pas, ne riaient pas, ils avançaient le regard vide, comme si chacun portait un sac trop lourd à ouvrir. Certains portaient des vêtements prêtés, d'autres traînaient un regard brisé, tel un sac que personne n'osait défaire. Une femme brune, aux traits serrés, à la voix fatiguée de mère, les accueillit. « Que cherchez-vous, Madame Sylvia ?» Sylvia répondit sans hésiter, « Des dessins, et peut-être des réponses que les adultes n'osaient pas écrire entre les murs de la salle. » Les murs étaient couverts de crayons usés et de feuilles froissées. Sylvia s'assit lentement. Elle ne prononça pas un mot, elle sortit des crayons et des feuilles, les posa sur la petite table, et attendit. Tajo se coucha à côté d'elle, haletant patiemment. La première à oser tenir un crayon fut une fillette aux cheveux bouclés, Nayeli, 7 ans, une cicatrice au cou, comme si elle avait crié autrefois trop fort pour être entendue. Elle esquissa un dessin, puis d'autres apparurent, un à un, comme appelés par une force invisible. Chaque enfant, sans exception, dessina la même scène, un homme, sa ceinture noire, une main levée, des bottes sombres, toujours présentes à l'arrière-plan, derrière une porte entrebâillée ou une silhouette indéfinie. Sylvia avala sa salive. « Qui est-il » demanda-t-elle à Nayeli. La petite haussa les épaules, puis murmura « Le père de quelqu'un, pas le mien. » Il disait toujours que la douleur enseigne à se taire, ajouta-t-elle. Soudain, Tajo se leva d'un bond, s'avança vers une feuille tombée, la renifla, puis s'assit devant elle comme s'il avait retrouvé une piste ancienne. Sylvia la ramassa, un dessin simple, tremblant, mais la scène était nette, un homme au bord d'une rivière, et une petite fille en train de chuter. La directrice de l'albergue s'approcha. « Ces enfants. Beaucoup viennent d'endroits où les fantômes ont encore une voix, mais personne n'écoute. » Sylvia resta muette, la gorge serrée comme emplie de terre. À la sortie, une autre fillette la retint, la plus discrète de toutes, la peau brune, les yeux semblables à des puits sans fond. Tajo comprend, lui chuchota-t-elle, c'est pour ça qu'il n'a pas peur. De qui demanda Sylvia. De celui aux bottes noires, celui qui sent la peur, répondit la fillette. Sylvia regagna sa voiture, une chemise de dessin serrée contre sa poitrine, et les regards des enfants la transperçaient comme des lames invisibles. « Tu n'as pas pleuré » lui demanda l'une d'elles. « Pas encore » murmura-t-elle. Pourtant, quelque chose en elle avait basculé, elle n'était plus seulement une travailleuse sociale, elle était une femme qui avait écouté la vérité dans les silences. Cette même nuit, elle apporta tout au cabinet de l'avocat de la famille, un homme plus âgé, moustachu, aux yeux fatigués. Don Ernesto Montalvo examina les dessins, haussa un sourcil et murmura « Ce n'est pas une preuve légale, Sylvia. » Quand ils trouvèrent la sandale de fillette flottant parmi les joncs du fleuve, la défense légale de Tajo s'accomplissait déjà. L'avocat Don Ernesto, assis derrière son bureau, le regardait avec une intensité qu'on n'avait pas vue depuis ses jours dans l'unité vétérinaire. Le chien, immobile, posait ses yeux clairs sur lui, comme pour lui signifier que son silence valait témoignage. Parfois, c'est suffisant pour allumer la mèche de la justice. Don Ernesto releva la tête, surpris par la fixité du regard de l'animal. Il témoigne aussi, murmura-t-il. Sylvia esquissa un sourire fatigué, il aboie ce que personne ne veut entendre.
Quelques jours plus tard, Sylvia retourna à l'hôpital. Nuria était assise près de la fenêtre, contemplant la pluie tambourinant sur les carreaux. Depuis son réveil, elle ne parlait pas beaucoup, mais sa posture semblait différente, plus vive, plus éveillée, comme si un rayon de lumière avait percé l'ombre de son esprit. Tajo entra discrètement, sans que personne ne l'appelle. Il s'avança, droit vers la fillette. Nuria se pencha vers lui et enfouit son visage dans son vieux pelage. Puis elle murmura à voix basse, « J'ai vu d'autres enfants. Ils dessinent comme moi. » Sylvia s'assit à leur côté et posa une main rassurante sur l'épaule de Nuria, « Tu n'es pas seule, ma chérie. Et ce que tu as vu, ce que tu as vécu, compte, même si personne ne me croit. Moi, je te crois. » Elle désigna doucement l'animal. « Le chien t'a sauvé, n'est-ce pas ?» Nuria serra encore plus fort le flanc de Tajo, « Oui. Et toi, tu as sauvé Tajo. » Sylvia sentit une émotion lui nouer la gorge, mais elle se contenta de sourire et de caresser le dos de Tajo. Cette nuit-là, quand toute la ville dormait sous la pluie, le téléphone de Sylvia sonna. « Sylvia ? C'est Ernesto. Le juge a accepté de rouvrir officiellement le dossier. Pour tes dessins, pour le schéma, pour ton insistance, et pour une vérité qui sent la peur. » Sylvia ferma les yeux. Elle ne s'était pas sentie aussi légère depuis des mois. Une porte venait de s'entr'ouvrir, suffisant pour laisser passer une étincelle de justice dans l'ombre glaciale de l'orphelinat. Dans un dortoir, Nayeli rêvait d'un champ sans clôture. Plus loin, un garçon dessinait un chien ancien qui aboyait vers le ciel. À la maison de Sylvia, Tajo dormait, la tête posée sur les genoux de Nuria, comme s'il veillait encore sur elle jusqu'au moment où le tribunal de mineurs de Soria, salle numéro 3, ouvrirait ses portes. En entrant dans la salle d'audience, l'atmosphère semblait peser un secret ancien. Les bancs étaient remplis, des femmes âgées comptaient leurs chapelets entre les doigts, des jeunes emmitouflés attendaient dans un silence vibrant d'angoisse, un enfant dormait sur les genoux de sa grand-mère. Même la pendule paraissait mâcher le temps à petites bouchées. Elias Robledo fit son entrée, la même veste sombre qu'auparavant, le même sourire glacial. Il avança le menton, comme si cet endroit n'était qu'une formalité. À ses côtés, son avocate ou une femme à lèvres minces et ongles tranchants réaligna le col de sa chemise d'un geste factice, prêt à clore cette mascarade, souffla-t-elle. Elias ne répondit pas, il se contenta d'un regard méprisant vers la place où se trouvait Nuria. La fillette, elle, ne le regardait pas. Elle avait ramassé ses cheveux en une natte lâche, revêtu une blouse blanche et un gilet gris aux boutons de bois. Ses petits pieds, enfermés dans des chaussures, ne touchaient pas le sol. Dans ses mains, elle tenait un dessin, un grand chien aux yeux tristes, debout près d'un fleuve, un croquis que Sylvia reconnaissait. Le juge Marquina, un homme âgé au visage fatigué de prêtre, fit entrer les témoins à tour de rôle, d'abord la maîtresse Vega, puis Victor Mena, le stagiaire qui avait tenté de récupérer la vidéo perdue. Leurs paroles, bien que sérieuses, techniques et soigneuses, ne suffisaient pas à faire vaciller la défense d'Elias. Ce dernier croisa les bras, esquissa un sourire sarcastique et, le menton haut, déclara, avec tout le respect, « Votre honneur, ce n'est qu'une croisade émotionnelle, une chasse aux sorcières. On cherche un coupable. » Un murmure parcourut la salle, une voix anonyme lança, « Vaurien. » Le juge frappa doucement du marteau, non pour réprimer ce qu'on venait de dire, mais pour rappeler l'ordre. À ce moment, le procureur se leva, solennel, « Nous demandons à entendre la mineure. » Un silence glacial s'abattit, comme si même les murs retenaient leur souffle. Sylvia serra la main de Nuria, qui se leva avec lenteur. Pas une once de hâte, comme si l'écho de la rivière la poussait vers le bord du prétoire. Elle chemina à petits pas, tête baissée. Personne ne la pressait, personne ne bougeait. Le juge l'interrogea d'une voix de métal ancien, « Ton nom, mon cœur ?» Nuria Robledo, murmura-t-elle, sans lever les yeux. « Peux-tu nous raconter ce dont tu te souviens, ce jour au bord du fleuve ?» Un long moment passa, le temps s'étira en soupirs étouffés. Elias esquissa un nouveau sourire, convaincu que le mutisme de l'enfant jouerait en sa faveur. Puis un son profond, sincère et ancestral retentit, un aboiement. Les regards se tournèrent vers l'entrée. Un jeune agent de la protection civile tenait la laisse de Tajo. Le chien, amaigri, au museau grisonnant, avançait lentement, les yeux lourds de souvenirs. Le juge fronça les sourcils, et ce chien. Sylvia se redressa, tremblante, « Si votre permission, monsieur le juge. Il fait partie du témoignage. » Le magistrat hésita un instant, puis hocha la tête. L'agent détacha la laisse.
Tajo s'avança, ses ongles cliquetant sur le parquet comme des gouttes de pluie ancienne. Il passa devant Elias, s'arrêta et braqua ses yeux sur lui. Elias tenta de soutenir ce regard, mais ses jambes fléchirent un instant. Un grognement léger, presque un souffle, s'échappa de la gorge de Tajo, non pas pour menacer, mais pour murmurer une vérité muette. Elias se raidit sur sa chaise. Le chien poursuivit sa route jusqu'à Nuria, s'assit à ses pieds. Pour la première fois depuis l'accident, la petite releva la tête. Ses yeux s'emplirent d'eau, mais ce n'était pas la peur, c'était de la reconnaissance. Elle pointa du doigt Elias et sa voix, fragile comme une brindille, parvint à peine à porter ces mots, c'est lui. Il m'a poussé. Il m'a dit que si je parlais, il emmènerait maman, que personne ne me croirait. Mais Tajo l'a vu. Tajo n'oublie pas. Un silence stupéfait s'installa. Elias se leva d'un bond, ses traits durcis par l'indignation, s'il vous plaît. Une fillette terrorisée et un chien. C'est ridicule. Le juge frappa son marteau avec fermeté, pas pour réprimer l'homme, mais pour faire naître ce qui allait suivre. Depuis le public, une petite fille aux cheveux frisés se leva. À voix basse, elle déclara « Il me frappait aussi, quand ma mère le laissait venir chez nous. » Puis une autre enfant prit la parole, il m'a dit que si je pleurais, il m'enfermerait dans un lieu infesté de rats. Une troisième ajouta, il portait des bottes noires. Toujours rance, comme quand il marchait dans la boue mouillée. Sylvia porta une main à sa bouche, bouleversée. Ces voix étaient celles des enfants de l'orphelinat, les invisibles, les oubliés jusque-là. Une à une, elles se levèrent, telles des fleurs s'épanouissant après une longue tempête. Elias pâlit, chercha le regard de son avocate. Elle baissa les yeux, incapable de le soutenir. Quand la séance se termina, le juge demeura silencieux plus longtemps qu'à l'accoutumée. Enfin, d'une voix grave, il prononça « Les témoignages sont clairs. Il n'y a pas de vidéo, mais la vérité a été dite. » Il déclara Elias Robledo coupable de maltraitance infantile et tentative d'homicide. 12 ans de prison ferme, sans possibilité d'appel. Begona, la mère biologique de Nuria, ne comparait pas Tajo, en revanche, resta silencieux, couché aux pieds de sa protégée, sa tête posée contre le parquet froid, immobile, jusque dans le dédale désert de la salle. Lorsque tous eurent quitté la pièce, Nuria s'approcha du juge. « Puis-je vous dire quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Le magistrat, surpris, acquiesça. La fillette sortit de sa poche un petit dessin soigneusement plié. Il montrait le fleuve, une pierre, et une fleur blanche flottant sur l'eau. Elle murmura, « Parfois, l'eau n'efface pas. Elle cache seulement. Mais Tajo m'a appris que ce qui sombre peut remonter, si quelqu'un attend assez longtemps. » Le juge, les mains tremblantes, prit le dessin. « Merci, Nuria, souffla-t-il. » Sylvia prit la main de sa fille et elles quittèrent la salle. Dehors, le soleil filtrait entre les vieux bâtiments, réchauffant la place de sa lumière dorée. Un vent léger caressait les pavés, effaçant les dernières traces de l'orage. Dans la salle numéro 3 du tribunal d'Almendra Real, la clarté du soir s'infiltrait à travers les rideaux lourds, comme si elle se faufilait timidement pour ne pas troubler la paix retrouvée. Nuria, en robe bleu ciel, cheveux noués en une tresse serrée, s'assit près de Sylvia. Ses doigts jouaient avec l'oreille en peluche accrochée au collier de Tajo, tandis que l'animal, alerte, gardait la tête haute, fixant Elias Robledo, impuissant de l'autre côté de la salle. L'homme, rasé de frais, portait chemise blanche et cravate marine. Son sourire restait désincarné, ne parvenant pas à dissimuler l'angoisse sous-jacente. S'installant, il salua le juge d'une légère inclinaison de tête puis murmura à son avocate, « Tout cela est une exagération. Ma fille a eu un accident. Je l'ai soignée comme si elle était la mienne. » Le comme s'il résonna dans la salle tel un galet heurtant les eaux calmes du fleuve. Nuria ferma les yeux. La juge Marquina parcourait les dossiers, le front plissé, pas de vidéo, pas de témoins adultes, juste des dessins, des voix d'enfants et un chien qui aboyait. Et pourtant, cette atmosphère était lourde d'une vérité que même le plus obstiné ne pouvait ignorer. Sylvia se leva, s'avança vers le prétoire, sa voix douce mais ferme résonna comme une promesse, « Les enfants ne mentent pas, tout comme les adultes. Ils ne choisissent pas ce qu'ils racontent, mais ce qu'ils taisent. » Elle se tourna vers Nuria, et lorsqu'une enfant se tait, c'est qu'elle a déjà crié sans être entendue. Un rire sec, visqueux, s'éleva de la défense des Elias, « Maintenant, nous allons donner raison à un chien. » Mais Sylvia ne répondit pas. Elle leva simplement les yeux vers le juge.
Alors, un moment impensable se produisit, le juge acquiesça et autorisa Tajo à monter sur l'estrade. Le silence dans la salle fut absolu, aucune toux, aucun bruissement de tissu, rien sinon le souffle suspendu de l'assemblée. Tajo gravit les marches avec dignité, malgré son vieux bassin qui tremblait légèrement. Parvenu au centre, il se contenta de traverser la salle, jusqu'à se placer près de Nuria, posant sa tête sur ses genoux. La fillette leva la main et la posa sur le front du chien, sans prononcer un mot. Mais ses yeux, inondés de larmes retenues depuis trop longtemps, trahissaient toute la profondeur de son soulagement. Le défenseur grogna, c'est un cirque, une manipulation émotionnelle bas de gamme. La juge leva la main pour imposer le silence et ordonna, que témoignent désormais les mineurs. Ce fut Léon, un garçon réservé, le carnet serré contre lui qui s'avança en premier. Sa mère caressa doucement son dos avant qu'il n'ouvre son cahier. Dessin après dessin, il exposa le même schéma, un homme aux bottes noires, une fillette au bord de l'eau, une poussée, une garza s'envolant. Il ne parlait pas, mais sa mémoire parlait pour lui, chuchota Sylvia. Puis vinrent les autres enfants de l'orphelinat, un à un. Tous tenaient des dessins, hués par la peur, avec des mots entrecoupés, ils disaient que si on racontait, personne ne nous croirait. Il apportait toujours des bonbons, jusqu'à ce que ses bottes noires résonnent comme les pas d'un géant maléfique. Les joues d'Elias s'étaient creusées, sa gomme à mâcher avait disparu, sa garde d'assurance vacillait. Il tenta de hausser la voix, ses enfants sont manipulés. Mais son regard trahit sa colère et sa peur intérieure, car il savait que la nuit avait vu trop de choses, et que la vérité ne se cacherait plus. Le juge déclara un bref répit, invitant tout le monde dans la cour arrière. Nuria s'assit sous un jacaranda en fleurs, ses pétales violets tombant comme une pluie silencieuse. Sylvia s'installa à ses côtés, lui tendant une boisson chaude, « Veux-tu rentrer à la maison ?» Nuria secoua doucement la tête, sans la regarder, « Ce n'était pas ma maison, tant qu'il y était. » Un corbeau passa en criant au loin. Tajo posa son museau sur la jambe de la fillette. Elle glissa la main dans son pelage et, pour la première fois, un léger sourire joua sur ses lèvres. Tajo ne m'a pas sauvé de l'eau, il m'a sauvé du silence. À leur retour dans la salle, la juge lut le verdict à voix haute, ce tribunal reconnaît qu'il existe des preuves suffisantes pour établir une conduite prolongée de violence et d'abus par l'accusé, Elias Robledo. Il est condamné à 12 ans de réclusion, sans possibilité d'appel. Un murmure s'éleva, tel un vent de délivrance. En outre, la garde de la mère biologique, Begona Sanchez, est révoquée pour négligence consciente face aux signes d'abus. Elias se leva, furieux, c'est une farce, une putain de farce. Cet animal maudit. Mais avant qu'il n'achève sa tirade, Tajo se leva aussi, immobile, le regard fixé sur lui. Le chien n'abaissa pas la tête ni n'aboya, il ne fit que montrer à Elias ce que l'orgueil et la cruauté ne peuvent ignorer, la force d'une vérité libérée. Plus tard, dans le couloir, Sylvia trouva la juge Marquina en train de nettoyer ses lunettes. « Avez-vous déjà eu l'impression que la justice arrive trop tard ?» demanda-t-elle. La magistrate resta silencieuse un long moment, puis, très bas, répondit « Oui. Mais j'ai appris que, même lorsque c'est tard, cela peut guérir. » Cette nuit-là, Nuria dormit dans son nouveau lit, dans la maison claire de Sylvia, non loin du fleuve Tajo. Tajo, fidèle à son devoir, s'installa à ses pieds, sa respiration rauque comme un vieux tambour. Dans l'obscurité, la fillette se tourna vers l'entrée et demanda à voix basse, « Il m'oubliera ?» Sylvia, depuis l'entrebâillement de la porte, esquissa un sourire triste, « Non. Et tu n'auras plus besoin de lui pour te rappeler qui tu es. » À l'extérieur, le vent jouait avec les feuilles du jacaranda, comme pour murmurer une berceuse. La fillette s'enfonça dans son oreiller, le cœur enfin apaisé, tandis que Tajo veillait sur ses rêves avec la constance d'un gardien séculaire. Au fil des jours, personne dans le village n'osa plus évoquer le procès à haute voix. Le silence s'était transformé en respect, et le respect en un deuil muet. Sylvia, quant à elle, ne pleura pas devant quiconque, mais la première nuit où Nuria dormit dans sa nouvelle chambre, à l'odeur de café et de vieux livres, elle s'assit sur le porche avec le chien et laissa enfin le vent du fleuve sécher ses larmes longtemps retenues. « Tu n'as plus à me protéger, Tajo, murmura-t-elle, caressant doucement sa tête comme pour demander pardon de son retard. Le chien ne répondit pas, il ferma simplement les yeux, comme s'il attendait ce moment depuis toujours. La maison, petite et blanchie à la chaux, au toit de tuiles rouges, se tenait cachée parmi les potagers et les champs endormis. Le fleuve, jadis porteur d'horreur, coulait désormais paisible à quelques pas, comme s'il cherchait lui aussi la rédemption. Pour retrouver la confiance, il fallut du temps à Nuria.
Elle redoutait toujours les portes closes et les voix douces. À la nuit tombée, elle sursautait encore, convaincue que chaque ombre dissimulait un danger. Mais Tajo ne la quittait plus, il dormait sous son lit, veillait dans la cuisine, s'allongeait près de ses dessins désormais accrochés au mur, comme autant de fragments de son enfance retrouvés. Un jour, assise devant le fleuve, elle demanda à Sylvia, « Tu crois que si je dessine l'eau, elle ne m'emportera pas ?» Sylvia sourit doucement, « Non, ma chérie. L'eau a déjà appris ton nom. Elle ne t'oublie pas. » À l'automne, quand les hôtels de Dia de Muerto fleurissaient dans le village, Sylvia et Nuria déposèrent une bougie pour les filles qui n'avaient jamais eu de nom, et une autre pour la mère que Nuria ne savait pas encore si elle voulait se souvenir. Puis vint le retour à l'école, et avec lui, un nouveau carnet d'art. Ce jour-là, assise sur un banc au bord du fleuve, le vent apportait l'odeur des cempasúchil. Les couleurs vives des fleurs portaient l'espoir. Nuria dessina, patiemment, une pierre près de l'eau, une petite fille de dos, et un chien au museau grisonnant, tous deux tournés vers le courant, comme à l'affût d'une promesse. Sylvia ne prononça pas un mot en découvrant ce dessin. Elle tendit seulement à sa fille une fleur blanche, fraîchement cueillie, qu'elles déposèrent côte à côte sur la rive. « C'est ici, » souffla Nuria à voix basse, presque inaudible. « C'est ici que le fleuve m'a rendu et qu'il a posé la fleur sur l'eau. » Tajo s'allongea à leur côté, immobile, aux aguets. « Tu sais ce que je crois ?» demanda-t-elle en fixant le chien. « Quoi, ma puce ?» répondit Sylvia. « Je crois que, ce jour-là, tu n'as pas aboyé. Je crois que tu as crié avec tout ce que tu avais, pour toutes les fois où personne ne m'écoutait. » Le chien releva la tête, croisa le regard de la fillette. Ce n'était pas celui d'un animal, mais celui d'un être qui a traversé l'enfer et qui, pourtant, a choisi de rester. Une semaine plus tard, Sylvia reçut la lettre officielle, la garde était désormais permanente. Nuria n'était plus seulement sa protégée, elle était sa promesse. La fillette s'inscrivit au cours d'art du centre culturel du village. Elle jouait de la guitare avec des doigts hésitants, mais l'âme grande ouverte. Et bien que son sourire fût encore fragile, il ne se cachait plus derrière sa timidité. « Elle te ressemble quand tu étais petite » lui dit un jour la directrice du centre. Sylvia esquissa un sourire sans répondre. Car Nuria n'était pas l'image d'elle-même enfant, elle était tout ce que Sylvia n'avait jamais osé devenir. Une nuit de décembre, la fillette revint à la maison emmitouflée dans une petite couverture. « J'ai froid » déclara-t-elle simplement. Sylvia la fit entrer, l'aida à retirer son manteau et la couvrit d'une autre couverture, comme on couvrait un grand-père frileux. Dehors, le vent glissait sans bruit, et à l'intérieur, la flamme d'une bougie vacillait pour réchauffer deux âmes blessées. Sylvia observa sa fille du seuil, le cœur rempli d'une douce fêlure, cette fois, la blessure ne faisait plus mal, car elle se transformait en lumière. Un an plus tard, le village inaugura un mural sur la place, en hommage aux héros silencieux. Parmi les portraits de maîtresses, de pompiers et de grands-mères sages, quelqu'un peignit Tajo, son regard noble et sa présence vivante. « C'est ton chien ?» demanda un enfant curieux. « Non » répondit simplement Nuria sans détourner le regard. « Il appartient à tous ceux qui un jour avaient besoin d'être sauvés. » Ainsi, le fleuve cessa d'être un lieu de mort pour redevenir ce qu'il avait toujours été, un miroir du ciel, un champ discret parmi les pierres. Chaque printemps, Sylvia et Nuria cueillaient des fleurs blanches qu'elles laissaient flotter depuis l'endroit précis où tout avait commencé. « C'est pour les filles sans voix » disait Sylvia. « Et pour ceux qui écoutent » répondait Nuria. Tajo ne courait plus comme autrefois. Ses pattes le faisaient souffrir, et il dormait beaucoup. Pourtant, dès qu'il entendait le murmure de l'eau, il relevait la tête comme s'il se souvenait. Un après-midi, alors que le soleil déclinait parmi les branches, Nuria s'agenouilla près du chien allongé sous un laurier du jardin. « Je t'aime » murmura-t-elle, les yeux pleins de reconnaissance. « Merci d'être resté jusqu'à ce que j'apprenne à ne plus avoir peur. » Tajo la contempla, silencieux. Il n'aboya pas, ne gémit pas. Son regard, profond et apaisé, disait tout, mission accomplie, fidélité éternelle, tendresse sans parole. Plus tard, ils placèrent une pierre lisse au bord du fleuve. Elle ne portait aucun nom, seulement cette phrase gravée à la main, ici à aboyer ce que personne n'a voulu entendre. Parfois, une fleur blanche reposait sur elle, comme un secret enfin consolé. Le fleuve Larès était tranquille ce matin-là, comme plongé dans un silence sacré. L'eau reflétait les premiers rayons d'un soleil automnal, et les feuilles mortes voguaient doucement, sans but, comme des lettres non envoyées. Nuria tenait la fleur blanche entre ses fines phalanges tremblantes, elle n'était pas ordinaire,
elle l'avait fait naître dans un pot fissuré derrière la maison. Chaque matin, elle l'arrosait, lui parlait en chuchotant, comme on confie un secret à un ange silencieux. Tajo reposait, immobile, ses vieilles pattes reposant sur la terre froide, son museau blanchissant frémissant légèrement au souffle du vent. Il ne voyait presque plus, mais son corps entier reconnaissait l'endroit. Là, parmi les pierres sombres de la berge, se trouvait le lieu où tout avait basculé. Sylvia, maintenant aux cheveux parsemés de fils d'argent, au regard serein, observait de loin. Elle ne dit rien, ce moment valait 1000 mots. Nuria s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre humide, et dans ses prunelles sombres dansait l'ombre du passé, non comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice qui ne faisait plus mal, simplement rappelait. Avec assurance, elle posa la pierre. Elle n'était ni grande, ni belle, simplement lisse et neutre, ramassée dans le même lit du fleuve, gravée d'une écriture discrète. Ici a aboyé ce que personne n'a voulu entendre. Sa voix, quand elle lut l'inscription, était basse mais ferme, c'est ma voix que le fleuve a entendue. Le museau de Tajo se redressa un peu. Il ne jappa pas, ne gémit pas. Il se contenta de la regarder, avec ce regard ancestral que seuls possèdent ceux qui ont vu trop de choses et qui, malgré tout, choisissent de rester. Nuria ferma les yeux. Ce n'est pas l'eau qui m'a brisé ce jour-là, c'est le fait que personne n'est venu me chercher. Un silence solennel s'abattit. Un rouge-gorge passa en voletant, et une branche craqua sous le poids d'un dernier rayon de soleil. Pourtant, Tajo ne bougea pas à toi, tu es venu, ajouta-t-elle à voix basse. Pas parce que tu connaissais mon nom, mais parce que tu as senti ma peur. Ces mots n'étaient pas lancés pour être entendus, mais pour être offerts, comme on dépose une fleur sur une eau paisible. Elle lâcha la fleur, qui effectua un dernier tour avant de dériver, emportée par le courant. Sylvia s'approcha et posa une main tendre sur son épaule, avec une douceur qui ne demande pas de permission. Nuria ne pleura pas, mais sa respiration se rompit, comme si elle laissait s'échapper tout ce qu'elle retenait depuis des années. Tu sais, Nuria, murmura Sylvia en caressant à son tour le pelage de Tajo. Ce chien n'a répondu à aucun nom avant d'entendre le tien. Nuria acquiesça, sans mot dire. Au loin, les cloches de l'église du village s'élevèrent. C'était un dimanche, mais ce n'était pas un jour comme les autres. À cet instant, la fillette qui n'était plus si petite s'inclina en posant délicatement son front contre celui de Tajo, dans un geste qu'aucun manuel ne lui avait enseigné. Le chien ferma les yeux, tandis qu'une brise légère soulevait la poussière du sentier. Ils m'ont dit que le pardon n'était que pour les forts, murmura Nuria. Mais moi, je ne pardonne pas à Elias. Sylvia ne fut pas surprise. Elle savait que ce n'était pas le moment de trahir la force d'une douleur encore vive. Je comprends, répondit-elle doucement. Parfois, pardonner, ce n'est pas oublier, mais simplement cesser de porter ce qui ne nous appartient pas, pour pouvoir planter des arbres là où il n'y avait que silence. Cette phrase s'envola dans l'air, puis tomba parmi les herbes comme une feuille d'or dans l'eau, sans un bruit, mais avec du poids et de la gravité. Tajo rouvrit les yeux un bref instant et posa son regard sur Sylvia. Elle sentit alors un nœud d'émotion lui serrer la gorge, un remerciement sans mots, un adieu sans tristesse. Dans le village, certains disaient que les animaux sentent quand leur temps est venu. Mais ce chien n'était pas parti, ni ce jour-là, ni la semaine suivante, ni le mois d'après. Il vécut assez longtemps pour voir Nuria sourire, sans crainte, pour la voir dessiner, sans dissimuler les couleurs les plus sombres, pour dormir paisiblement près du piano, alors qu'elle jetait ses accords inventés, qui parlaient d'ombre, certes, mais aussi de soleil renaissant. Quelques années plus tard, quand Tajo ne fut plus, Nuria planta un arbre au-dessus de sa tombe. Ce ne fut ni un chêne imposant, ni un cyprès élancé, mais un jocote, un arbre modeste aux racines profondes, semblable à ceux qui poussent dans les cours des vieilles maisons mexicaines. Chaque novembre, les habitants l'embellissaient de rubans et de bougies pour la fête des morts. Et chaque fois qu'on demandait qui était ce chien immortalisé sur d'anciennes photos, Nuria racontait son histoire, non pas comme un récit traumatique, mais comme une mémoire vibrante de vie. Il a été le seul à entendre ma voix quand je ne pouvais plus l'entendre moi-même. Au bord du fleuve, quelque part dans le nord de l'Espagne, la rivière, les joncs et le souvenir continuent de chanter des chansons que personne n'a jamais composées. Il existe une pierre simple, posée parmi les herbes et le silence, où l'on peut encore lire. Ici a aboyé ce que personne n'a voulu entendre. On dit qu'à l'aube, lorsqu'il n'y a plus un souffle dans l'air, on peut percevoir l'écho d'un aboiement doux, non pas de tristesse, mais de veille, d'amour vrai. Les saisons s'égrènent comme toujours, sans demander la permission, sans se retourner. Le jocote fleurit chaque printemps, timidement,
craignant d'ouvrir son cœur, pourtant il fleurit. Nuria, désormais adolescente, déambulait dans les bois, ses pas calmes foulant le tapis de mousse. Sa chevelure, tressée négligemment, flottait dans le vent, et toujours elle gardait dans la poche de son manteau un mouchoir blanc, brodé de ses mains, un don de Sylvia. Elle lui avait appris à coudre, à raccommoder le linge avec patience et amour, disant « C'est ainsi que l'on répare aussi les âmes ». Un après-midi d'avril, tandis que le fleuve murmurait ses secrets aux pierres, Nuria aperçut une fillette assise seule au bord de l'eau. Elle devait avoir 7 ans, les yeux grands ouverts, la bouche pincée, comme si elle portait un secret trop lourd pour ses épaules frêles. Nuria s'assit à ses côtés, sans dire un mot. Elle posa un cahier et un crayon sur les genoux de la petite. Parfois, dessiner fait moins mal que parler, souffla-t-elle tout bas. La fillette la regarda un instant, puis baissa les yeux. Elle croqua un chien, des chaussures noires, des yeux tristes. Nuria demeura silencieuse, recueillit le dessin, le plia avec précaution, et désigna l'arbre proche. « Vois ce jocote ? Il ne pousse pas vite, mais ses racines sont si solides que même le vent ne peut l'arracher. » La fillette ne répondit pas, mais resta là, immobile. Quand la nuit tomba, elle suivit Nuria jusqu'à sa maison sans un mot. Elle ne demanda pas la permission, et Nuria ne demanda pas pourquoi elle était venue. Entrées à l'intérieur, elles allumèrent une bougie, préparèrent une soupe chaude et ajoutèrent une couette supplémentaire sur le lit. Car certains instants n'ont pas besoin de bruit, certaines vérités ne crient pas, mais transforment malgré tout. Nuria ne devint jamais une héroïne de journaux, ni un symbole de justice retentissant. Pourtant, dans le village, chaque fois qu'une fillette baissait les yeux en silence, on disait « Va voir Nuria ». Et cela suffisait. Peut-être vous-même, chère lectrice, avez-vous traversé des jours gris, tenu des secrets comme on serre des pierres mouillées dans le cœur. Ou peut-être avez-vous été, comme Tajo, cet être qui a vu ce que d'autres refusaient de voir, et qui, malgré tout, n'a jamais tourné la tête. Si vous lisez ces lignes, je vous demande avec respect et tendresse, qui fut votre Tajo ? Qui vous a cherché quand le monde semblait sourd à vos appels ? Et qui avez-vous vous-même sauvé, dans le silence, sans que personne le sache ? Car je sais que vous, comme tant de femmes fortes et sages, vous portez en vous des récits encore tus. Et peut-être, comme Nuria, avez-vous appris que pardonner ne signifie pas toujours oublier, mais parfois cesser de porter ce qui ne vous appartient pas, et commencer à planter des arbres là où régnait auparavant un vide. Je voudrais vous demander, quelle vérité en vous mérite d'être honorée, non pas avec fracas, mais par une simple fleur blanche déposée sur l'eau ? Ce récit n'est plus seulement le mien, ni celui de Nuria, ni celui de Tajo. Il est aussi le vôtre. Je vous écoute, je vous remercie d'avoir cru que, même dans ce monde bruyant, ce qu'il y a de plus profond peut encore se dire par un aboiement doux et un regard qui embrasse sans parler. Merci d'être une racine. Merci d'être une fleur. Avec tout mon respect. Le narrateur.